Dans un photoreportage publié dans le numéro de mars du magazine Le Verbe, la journaliste Frédérique Bérubé et le photographe Raphaël de Champlain nous faisaient découvrir une initiative locale au rayonnement mondial. Il s'agit de l'organisme Collaboration Santé Internationale qui a pignon sur rue à Limoilou, ici à Québec. On a le bonheur de recevoir à nos studios aujourd'hui le directeur général de cet organisme, M. Jacques Paradis. M. Paradis, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour, ça me fait plaisir. Tout plaisir est pour nous. D'entrée de jeu, parlez-nous un peu des origines de cet organisme-là, parce que je pense que ça a un certain lien avec l'Église. Tout à fait. En fait, Collaboration Santé Internationale a maintenant plus de 50 ans. En fait, 54 ans pour être exact, 1968. CSI, si vous permettez l'acronyme, ouais. c'est notre langage. CSI a été fondé par un père capucin, en fait, Célestin Marcotte, il y a 54 ans. Alors, les origines, effectivement, de CSI, on a un fondement religieux, si on veut. Évidemment, l'organisme, avec les années, est devenu plutôt laïque, mais il y a encore une fois, nous avons de nombreux religieux qui nous aident et qui collaborent à l'organisation, dont 2 sœurs qui sont également sur notre conseil d'administration. Ah ouais. Oui. D'où lui est venue l'idée au père Marcotte de fonder ça? Ça ne vient pas de nulle part, là. On ne se lève pas un matin et on se dit « Ah, je vais fonder un truc de collaboration internationale. » Au départ, en fait, d'abord, le nom n'était pas là. Okay. L'organisation, l'organisme était un organisme de coopération internationale et d'aide humanitaire. Cela étant dit, avec les années, il y a eu des précisions au niveau de la mission, au niveau de l'organisation également elle-même. C'est-à-dire que depuis 1996, CSI est devenu le seul organisme accrédité par le M3S, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, ouais. pour faire ce qu'on appelle la collecte ou la récolte ou les cueillettes ouais. des surplus de matériel dans le réseau de la santé, équipements médicaux et paramédicaux. Alors, on donne véritablement une deuxième vie à ces équipements-là et à ces surplus-là dans le contexte d'aide humanitaire internationale. Alors, votre organisme cogne à la porte du CHUL ici ou du CHU à Montréal et là, recueille du matériel qui n'a pas été utilisé ou qui est encore bon pour avoir une deuxième vie et vous l'envoyez outre-mer. C'est un peu ça le principe? Oui, j'apporterai quelques précisions. Je vous en prie. D'abord, on ne cogne pas à la porte. Les CIUS et les CIS et les ouais. centres de santé à travers le Québec communiquent avec nous. Ils savent que vous existez. Je reçois des offres de surplus d'équipements à tous les jours. En fait, pour vous donner une idée, on fait 600 collectes par année à travers le réseau de la santé du Québec, un petit peu de Nouveau-Brunswick et un petit peu de l'Outaouais, également du côté de l'Ontario. Ouais. Mais c'est principalement 95% à travers le réseau de la santé du Québec. Valérie? J'ai de la misère à m'imaginer de quoi concrètement on parle. Qu'est-ce que vous recevez comme don? Alors, précisément, c'est, par exemple, ça peut être des appareils de radiographie, des incubateurs, des ventilateurs, des chaises de dentiste, de dentisterie. Enfin, c'est tous les équipements des tables d'opération, des tables d'examen. En fait, tout ce qu'on retrouve dans un hôpital. En fait, Collaboration Santé Internationale, là, si vous venez visiter ce qu'on a, on peut équiper un hôpital. Et quand je dis un hôpital, c'est probablement plusieurs hôpitaux. Uh-huh. On a 44 000 pieds carrés d'équipements en inventaire que l'on utilise dans le cadre de projets d'aide humanitaire. Mais juste pour apporter une précision également, oui. Parce que vous avez posé la question, comment ça se passe, puis comment ça se fait qu'on se retrouve avec ces surplus-là, ces équipements-là. C'est pas des trucs qui sont plus bons. Là. Exactement. Il y a 2 phénomènes. D'abord, le premier, c'est que dans certains cas, il va s'agir de surplus avec des dates de péremption. Donc, nous, on peut les utiliser parce qu'on est accrédité aussi par l'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Les dates de péremption pour des médicaments ou autres usages, par exemple des gants, des équipements de protection personnelle qui sont scellés sous vide. Alors, avec une date de péremption de 12 mois, on peut encore les utiliser, alors que dans les hôpitaux, ils vont commencer à moins les utiliser. Ouais. Parce que ça, c'est dans un premier temps, c'est au niveau des ce que j'appellerais les surplus. Au niveau des équipements, c'est beaucoup plus parce qu'il va y avoir... nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les gens qui sont en génie biomédical dans les hôpitaux. Ouais.
Et ce qui arrive, c'est que les équipements sont ou bien ils deviennent en fin de vie, c'est-à-dire périmés parce que le service ou la garantie n'est plus offerte, donc il n'y a plus de pièces. Donc, ces équipements-là doivent être remplacés pour des fins de sécurité par rapport aux services offerts à la population. Alors, juste pour vous donner une parenthèse, en termes de normes de sécurité et de santé dans le réseau de la santé, on est parmi les endroits au monde où les normes sont les plus élevées. Donc, à cause, disons, grâce au fait qu'on soit si tatillon ici, ça permet, quand il y a un changement de matériel, de récupérer ce qui est encore utile, mais de l'envoyer à des gens qui vont pouvoir s'en servir quand même ailleurs. Exactement. Vous avez très bien compris. Alors, c'est ce que nous, on appelle, en fait, en ce qui s'agit des équipements en tant que tels, on appelle ça, c'est la norme, on dit des équipements déclassés. C'est-à-dire qu'ils sont retirés du réseau de la santé, mais ils sont encore fonctionnels. Il arrive une nouvelle génération d'incubateurs. Ben, les anciens sont encore bons, mais là, on est rendu Exactement. là. Ouais. Je vais vous donner un exemple très précis. Dans le moment, le Cégep Garneau, ici à Québec, va changer l'ensemble. Ils donnent des formations en dentisterie. Ouais. Alors, ils vont, pour, évidemment, les futurs dentistes ou techniciens dentaires ont besoin d'être formés sur les équipements, les nouveaux équipements, les équipements de pointe. Alors, leur salle de formation avec des chaises, enfin, tout l'équipement de dentisterie date d'une autre époque. Et puis là, ils vont se débarrasser, ils vont remplacer, débarrasser, c'est pas le bon mot, là, ils vont remplacer ces équipements-là par une nouvelle génération d'équipements. Mais ces équipements-là sont tout à fait fonctionnels. Alors, nous, on récupère ça et on va les mettre, on va les insérer à l'intérieur de projets avec des partenaires bénéficiaires qu'on a à travers le monde pour faire des projets d'aide humanitaire. James? Ça me fait penser, c'est comme si on prenait de la nourriture dont la date de péremption est passée, mais qui est encore bonne, puis qu'on l'envoyait dans d'autres pays, non? C'est un peu... si on veut. En fait, la nourriture, c'est un peu plus compliqué. Ça serait un peu plus compliqué. Mais c'est un peu ça. Mais c'est vrai que à première vue, quand on regarde de façon... ou quand j'explique, puis on regarde ça de façon objective, les gens se posent des questions. Comment se fait-il qu'on a autant de surplus? Comment se fait-il qu'on est-ce qu'on jette ces équipements-là? Absolument pas. Puis pour vous donner une idée, là, tout est mesuré chez nous parce qu'évidemment, tout ce matériel-là est acheté avec de l'argent public. Ouais. Alors moi, j'ai des redditions de comptes à faire au gouvernement. C'est-à-dire que tout ce qui entre chez nous, je peux vous dire, quand est-ce qu'on l'a ramassé, où on l'a ramassé, où c'est rendu. Alors, pour vous donner une idée, on ramasse à peu près 300... tout est mesuré et pesé, là. Ouais. Alors, comme je disais, on ramasse à peu près 300 tonnes d'équipements par année. Et de ces 300 tonnes-là, on trouve à peu près 70 de débouchés à l'intérieur de projets d'aide humanitaire. Mais je vais juste terminer. L'autre pourcentage ou l'autre partie, on va être revitalisé ou recyclé dans un processus qu'on appelle, nous, éco-responsable. Ouais. Autrement dit... Il se jette rien. Exactement. Autrement dit, non seulement on aide au niveau international dans le cadre de projets d'aide humanitaire, mais en plus de ça, on contribue à diminuer l'empreinte écologique du gouvernement ou du ministère. Aucun de ces équipements-là va se retrouver dans des sites d'enfouissement ou à l'incinérateur. C'est un peu ma question. Si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui se passerait? Ça se retrouverait dans des sites d'enfouissement ou à l'incinérateur. Ah, OK. Édouard? Mais moi j'ai deux petites questions pour vous. Si je reçois même une boîte de céréales avec une date périmée, mais je sais que c'est encore bon, je vais ouvrir, je vais manger. Quand quelqu'un reçoit l'appareillage pour le soin dentaire, voire chirurgical, et c'est là ma première question, comment vous prévoyez la formation dans d'autres endroits où vous envoyez ces matériels? Parce que ce n'est pas évident de recevoir quelque chose qu'on n'est pas du tout familier. Est-ce qu'il y a des formations? Et la deuxième petite question, est-ce que vous avez déjà des offres, non pas de usagers, mais complètement neufs, qui ira dans les services où vous êtes, pour vraiment de dire, ce n'est pas le second hand, ce n'est pas de seconde main. Nous aimerions vraiment prendre le soin de l'autre comme on prend de notre prochain. Est-ce qu'il y avait des offres, est-ce qu'il y a des offres comme ça? Tout à fait. Premièrement, pour répondre à la première partie de votre question, oui. Dans certains cas, on va faire de l'accompagnement ou de la formation à distance. J'ai un programme dans le moment, par exemple, en Haïti, à La Brousse, où des infirmières, parce qu'il faut que je vous dise, juste peut-être faire une parenthèse importante, CSI, c'est simplement 8 salariés, mais 60 bénévoles qui nous donnent à peu près 13 000 heures par année de temps.
Et parmi ces bénévoles-là, c'est des professionnels de la santé. Alors, ils vont nous aider dans la constitution de ces projets d'aide humanitaire. Alors, j'ai trois pharmaciens, par exemple, qui s'occupent de tout l'aspect médicaments, parce qu'on envoie des médicaments. J'ai des infirmières et dont une médecin également qui est en train de refaire sa médecine ici parce qu'elle n'est pas d'origine québécoise, elle n'a pas fait son cours ici, qui nous aide à réaliser ces projets-là. Et j'ai un dentiste retraité également, et j'ai 2 techniciens en génie biomédical qui s'assurent que les équipements qu'on envoie, tout est fonctionnel. Alors, il n'y a rien de non fonctionnel ou qui est brisé ou qui ne pourrait pas fonctionner. Ça, c'est la première partie à répondre à votre question. Donc, oui, on fait de l'accompagnement où on va s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes pour s'assurer de faire en sorte que les choses qu'on va envoyer dans le cadre d'un projet d'aide humanitaire vont à l'autre bout. Le partenaire bénéficiaire va avoir la capacité de l'utiliser. Pas que ça reste sur une tablette, Puis la deuxième, à votre deuxième question, tout à fait. Alors, je vous ai parlé principalement du réseau de la santé parce que c'est 90 de ce qu'on reçoit vient du réseau de la santé. Mais il y a une partie également de la part, il y a des fabricants d'équipements ou des pharmaceutiques, ce qu'on appelle les grandes pharmaceutiques là, au Québec et au Canada, qui vont nous envoyer des choses directement. Donc, absolument pas utilisées, là, encore dans les sachets, encore neufs. Là. La réponse, c'est oui, on a de ce matériel-là également. Valérie a une anecdote. Il nous reste quelques petites minutes. Valérie, vas-y. Mais en fait, je suis vraiment impressionnée d'apprendre tout ce que vous nous dites sur collaboration en santé, parce que l'image que j'avais de l'organisme, c'est ma grand-mère qui a vécu dans Limoilou et qui récupérait des chemises pour hommes et puis qui enlevait le collet, qui enlevait les boutons pour en faire des chemises d'hôpital et qui donnait ça à collaboration santé. Fait que c'était un peu l'image que j'en avais, puis je vois que c'est beaucoup plus d'envergure que ça. Là, donc, ça, c'était 1968, probablement. mais c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai dit tantôt, à l'origine, c'était vraiment une organisation de coopération internationale qui faisait de l'aide et qui prenait un petit peu de tout puis qui faisait des projets d'aide humanitaire. Depuis 1996, c'est véritablement recentré sur la santé. Ben bravo. C'est impressionnant. Monsieur Jacques Paradis, je rappelle que vous êtes directeur général de l'organisme Collaboration Santé Internationale. Il nous reste à peine une petite minute. Là. C'est quoi vos projets pour l'avenir à CSI? Dans un premier temps, comme beaucoup d'OBNL, comme je disais tantôt, on est un OBNL de coopération internationale. Pour nous, le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. Alors, on est dans une démarche, en ce moment, on n'a pas de financement récurrent, ni des gouvernements, ni d'organismes publics ou parapublics. On est financé en grande partie par les dons et par des projets ponctuels qu'on a avec différents ministères, avec entre autres le MRIF, dans le cadre du projet qu'on a réalisé avec Haïti, c'est grâce au MRIF. Le ministère des Relations internationales. Oui, ministère des Relations internationales et de la francophonie. Alors là, véritablement, on a leur participation dans le cadre de ces projets-là et on apprécie énormément. Et donc, nous, on cherche dans le moment à développer un peu plus une formule de financement. Là, qui soit plus stable, plus à long terme. Pour la mission. Et en même temps, en termes de vision, là, je dirais, comme on offre un service qui est de plus en plus... on a beaucoup, beaucoup de demandes, évidemment, avec tout ce qui se passe. Là, vous avez entendu aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. Là, évidemment. Puis les gouvernements qui sont sortis en disant, oui, on va apporter de l'aide humanitaire. Bien, nous, on est on n'est pas la Croix-Rouge. On ne va pas aller soigner les gens, mais nous, on est dans la durée. Alors, on n'est pas dans le ponctuel. Là. Fournir du matériel Exactement. à long terme. Alors, notre objectif, c'est de devenir véritablement national. Ça veut dire, idéalement, avoir des points de chute, là, même reproduire ce modèle-là à Montréal, à Toronto, à Ottawa, en fait, à étendre un peu notre... parce qu'on le fait déjà, mais d'un point de vue juste cueillette, là, si on veut le faire, on veut s'ancrer un peu plus dans les communautés. Avec des entrepôts à ces endroits-là, exactement. On vous le souhaite, Jacques Paradis. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'organisme Collaboration Santé Internationale. On peut aller voir ça sur Internet, là, il y a un site web. Et on peut lire aussi l'article de nos collaborateurs Frédéric et Raphaël dans le tout dernier numéro du magazine Le Verbe. Merci beaucoup, M. Paradis, d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation.